Alors, bienvenue à cette troisième partie de l'introduction à la vérification. On va parler un petit peu des bancs de test au sens large. On reviendra un petit peu plus en détail plus tard dans le cours là-dessus. Alors, le but d'un banc de test, ça va être de stimuler le système, donc d'assigner des entrées qu'on va envoyer au circuit à tester, et puis ensuite vérifier que les sorties sont ce qui nous intéresse par rapport à une référence. Donc il va devoir générer une référence, ensuite attendre un certain délai. On verra qu'en fonction du système qu'on teste, ce délai aura une signification un petit peu différente. Et puis après ce délai, on va vérifier l'état des sorties, comparer ça avec la référence, et puis essayer d'indiquer le plus clairement possible l'erreur qu'on aurait pu observer. Alors, on va pouvoir observer plus ou moins ce qui se passe dans le système. On aimerait évidemment que les sorties soient correctes par rapport à ce qu'on a en entrée. Mais si on regarde que les sorties, ce n'est pas forcément l'idéal. Potentiellement, il pourrait y avoir des erreurs internes qu'on n'aurait pas détectées. Peut-être des erreurs qui ne sont jamais activées, peut-être des erreurs qui ne vont pas forcément se propager jusqu'à la sortie, peut-être deux erreurs qui vont s'annuler l'une l'autre dans tous les cas qu'on aurait testés, mais qui peuvent être dangereuses. D'accord? Donc, si on est en ce qu'on appelle black box, c'est-à-dire la boîte noire, on va pouvoir vérifier que ce qu'on a à la frontière du design. Donc typiquement comparer les sorties à un modèle de référence qu'on pourrait avoir. Voilà ce qu'on pourrait mettre en place pour du black box, vérifier seulement les sorties. Qu'on se retrouve avec cette idée d'avoir potentiellement un modèle de référence qui peut être tiré du cahier des charges, écrit en VHDL aussi par exemple. Le design à tester ou à vérifier, ici DUT pour tester, vous verrez aussi souvent DUV pour Design Under Verification. Il y a un gros débat sur est-ce qu'il faut utiliser tester ou vérifier. En gros, on pourrait dire que vérifier est un peu plus juste quand on est en simulation et tester est plutôt à garder pour un système physique qu'on testerait vraiment sur la cible. Mais bon, il y a beaucoup d'endroits où on verra DUT plutôt que DUV, c'est assez standard. Et donc, on va pouvoir générer des stimuli avec pour la référence et le design à tester. Ensuite, on va récupérer d'un côté des références, de l'autre côté les observer. Ici, les petits underscore STI, ref et obs, c'est ce qu'on va utiliser pour identifier les signaux dans nos test bench, pour être sûr de quel type de signal on est en train d'utiliser à un moment donné particulier. Et donc, avec ces deux sorties, on va pouvoir vérifier que la référence donne le même résultat que le DUT, d'accord? Et puis ensuite, générer une erreur si ça ne s'est pas passé comme on le voulait. En white box, on est un peu à l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on peut observer tout ce qui se passe à l'intérieur du système. Ça veut dire aussi qu'on a accès aux documents d'implémentation, de comment les choses se sont faites. Sinon, on ne sait pas quels sont les signaux qu'on a en interne, comment les choses sont décomposées. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour rechercher des erreurs. Par contre, ça veut dire qu'on a un couplage assez fort entre la partie vérification et la partie implémentation. Dans un cas comme ça, on pourrait n'avoir qu'un DUT, un design à tester, un générateur de stimuli, des observés, vérification des sorties qui peuvent être faites ou pas, c'est à voir, et puis du monitoring de ce qui se passe à l'intérieur, donc typiquement en utilisant des assertions, des propriétés qu'on aurait sur les parties internes du système. On va pouvoir aller placer des sortes de sondes à l'intérieur du système. Voilà, donc ça c'est la version white box. Vous allez voir où je veux en venir. Évidemment, l'idéal serait du grey box. L'idée de pouvoir mixer un petit peu ces deux approches. On garde l'idée d'une référence, c'est quelque chose qui en général a quand même pas mal de sens. On aura assez facilement fait un petit prototype en Python peut-être, qui pourra ensuite être interfacé avec du VHDL. On a notre DUT, on stimule les deux, on vérifie les sorties, et en parallèle, on peut aller monitorer certains signaux un peu critiques ou importants qu'on a dans le système, quelque chose qui peut être relativement pertinent. Au niveau des efforts à mettre en place, évidemment, en fonction de la méthodologie, c'est plus ou moins simple. On a évidemment un modèle de référence à mettre en place si on est en black box, c'est non négociable. Pas forcément besoin si on fait juste du monitoring du système. Évidemment, dans le cas du white box, on doit mettre des assertions et monitorer le tout, ce qui n'est pas forcément le cas dans le black box, évidemment. En termes de tracer un bug de la sortie à la source, alors évidemment, si on n'a que accès aux entrées et aux sorties, c'est très difficile de savoir où se situe l'erreur. Donc, à un moment donné, c'est intéressant d'avoir un test bench qui va vérifier ce qui se passe au niveau des sorties.
Par contre, il faut qu'on puisse observer ce qui se passe en interne. Donc typiquement, à un moment donné, pouvoir voir un chronogramme avec les signaux internes, de telle manière à ce qu'on remonte jusqu'à la source d'une erreur qu'on aurait pu observer à la sortie. Sans ça, c'est difficile. Un petit mot pour revenir sur cette vérification par émulation que j'ai déjà mentionné une ou deux fois. Donc la simulation peut prendre beaucoup de temps. J'ai mentionné qu'un de nos ingénieurs avait attendu une fois 3 semaines avant que la simulation se termine. Donc potentiellement, les FPGA sont très bons pour accélérer le traitement. On a vu ça dans la partie design. Ben, on peut l'utiliser aussi pour la vérification. Alors là, l'idée, c'est en fait, il y a pas mal de solutions commerciales qui existent, pas mal, un certain nombre, de Mentor, de Eve, de Cadence, qui sont relativement chers. C'est des gros racks avec des FPGA en interne. Et en fait, l'idée, c'est d'instrumentaliser le design. C'est-à-dire qu'à partir d'un test bench, synthétiser le design avec de quoi observer son fonctionnement interne, potentiellement de quoi générer aussi des assertions synthétisables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monitorer exactement ce qui se passe à l'intérieur du système. Et puis, ce qu'il faut autour pour pouvoir générer des stimuli et récupérer des observés qui seront intéressants. Donc là, évidemment, placer tout ça sur FPGA, ça va faire que ensuite la simulation sera très rapide, parce qu'on va vraiment tirer profit du parallélisme hardware. Par contre, il faut placer, router ça pour une FPGA. Donc vous vous retrouvez avec le fait qu'il y a un grand temps de départ non compressible en fait, pour générer la configuration des FPGA, potentiellement aussi sur plusieurs FPGA. Par contre, après, ça sera très rapide. Donc clairement, c'est quelque chose où vous en aurez pour 2 heures de temps avant de pouvoir tester quelque chose. Donc si c'est juste pour un compteur, ça ne vaut pas la peine. Par contre, si vous avez une simulation qui normalement prend 3 semaines, ça vaut la peine d'attendre 3 heures pour avoir un fichier de configuration pour qu'ensuite les choses se fassent très vite. Donc il y a un trade-off, d'une certaine manière, à gérer par rapport à quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui se font dans des grosses entreprises qui ont vraiment les finances nécessaires pour s'offrir ce type de système. Au niveau du langage de la vérification, pour revenir un petit peu là-dessus, voilà, en Europe, on fait beaucoup de VHDL. On va rester, nous, dans le VHDL. Il y a différentes méthodologies qui commencent à arriver. Donc, il y a UVVM, qui est une méthodologie norvégienne. On la mentionnera plus tard dans le cours. On a aussi OSVVM, qui est une autre méthodologie open source aussi, qui se développe de plus en plus. On traitera aussi ça dans ce cours. Ça reste relativement limité, disons. Donc, c'est intéressant en fait de monter dans un monde logiciel le plus vite possible et de se mettre à parler de transactions. En disant, on décrit des modèles assez haut niveau qui s'échangent des transactions. Transactions, ça pourrait être une transaction mémoire, ça pourrait être un paquet Ethernet, ça pourrait être une image dans un flux vidéo par exemple. On serait intéressé à avoir des stimuli aléatoires. Le VHDL n'est pas tip-top pour ça. On sera intéressé à avoir des assertions. Et donc, voilà, typiquement, System Verilog est très bon pour faire ça. En VHDL, c'est un petit peu mieux à l'heure actuelle par rapport à il y a quelques années, mais ce n'est pas complètement incroyable. On peut utiliser PSL, qui est un Property Specification Language, qui permet d'écrire des assertions, des propriétés sur le système. On va pouvoir utiliser ça pour faire de la vérification formelle. Et puis on a SystemC qui permet aussi de faire de la conception et de la vérification plus au niveau système, au niveau de ces transactions, qui sont intéressants pour des projets un peu plus conséquents. Voilà, on verra quand même dans ce cours ce qu'on peut mettre en place avec du VHDL, avec ce qu'il nous offre et les limitations qu'il a par rapport à d'autres langages. Un petit point ici sur l'origine des langages. Donc, ça vous montre ce qui s'est passé en fait depuis plus ou moins les années 80 jusqu'à maintenant, avec le fait que d'un côté on est parti avec du C, depuis C plus ou moins, qui a donné System Verilog. Je trouve que le C, on aurait pu mettre en fait une flèche depuis le C jusqu'à Verilog, parce que en fait Verilog est dérivé du C, tout simplement. D'accord, donc je vais vous ajouter ça. Donc pour moi, il y a quand même une flèche qui vient comme ça. Enfin, c'est le même type de syntaxe. Et puis en fait, VHDL, lui, vient de ADA. D'accord, développé par l'armée américaine. Ceci. Superlog est quelque chose qui n'est pas spécialement connu.
Vera, c'est un langage pour la vérification que pas grand monde utilise, en tout cas personne dans mon entourage proche. Et donc on a cette idée que voilà, Verilog a donné System Verilog, donc les gens maintenant font plutôt du System Verilog. System Verilog a évolué via plusieurs mises à jour du standard, en fait, c'est un standard IEEE. Mais depuis, on n'a pas tellement de nouveaux langages qui sont apparus dans le paysage de la vérification. Sur ces langages, on a des méthodologies qui sont développées. Donc là, SV correspond à du System Verilog, SC correspond à du System C, où en fait on s'est retrouvé avec TLM 1.0 pour Transaction Level Modeling 1.0, une version 2.0, où on a ajouté des FIFO asynchrones à ce concept de transaction. Synopsys a développé VMM sur plusieurs versions, et puis Mentor, qui développe QuestaSim et ModelSim, a développé AVM, qui est devenu OVM, qui est devenu UVM, et en fait UVM c'est un peu la convergence de ces différentes méthodologies, où à l'heure actuelle le monde entier avance dans cette méthodologie UVM pour ce qui est du système Verilog. Donc là c'est assez intéressant parce que ça fait une petite dizaine d'années, depuis début 2010, que les acteurs se sont regroupés en disant en fait on fait plus ou moins tous la même chose, avec des outils qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas tout à fait pareils. On va essayer d'aller tous dans la même direction pour pouvoir ensuite partager plus facilement des choses. On va pouvoir développer le concept de Verification IP, où on va pouvoir vendre des blocs de vérification, chose qui ne se faisait pas tellement jusqu'à présent. Et si tout le monde va dans la même direction, on va pouvoir mutualiser les ressources, ce qui est plutôt intéressant dans le monde. Voilà pour cette troisième partie. Dans la prochaine partie, on regardera un petit peu ce qui se fait dans le monde en termes de vérification et design, langage, méthodologie et autres.